Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les perturbations dans le secteur scolaire, avec la grève du SAEMS, QSEMS, une grève plus ou moins suivie sur le terrain. Les négociations gouvernement-syndicat pendant ce temps sont pour le moment dans l'impasse. La crainte des étudiants orientés dans le privé, ils risquent d'être exclus pour cause l'État peine à s'acquitter de leurs frais d'études. Et puis la problématique de l'insécurité de plus en plus préoccupante à Ouakam. Les populations demandent à l'État de régler le problème. À Bambey, dans le village de Nangalma, 6 commerçants mauritaniens ont été attaqués par une bande de malfaiteurs. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La grève du SAEMS, QSEMS, bien suivie au lycée de Ouakam. Sur les 30 professeurs attendus ce mercredi, seuls 5 étaient présents. Beaucoup d'élèves ont dû rebrousser chemin, contrairement au CEM de Mamadou Ndiaye, où les cours se sont déroulés normalement avec la présence de tous les enseignants. Reportage signé Fatima Taba et Pape Sangone Mbaye. 11 h au lycée de Ouakam, des élèves dans la cour, des salles de classe fermées. Ici, la plupart des professeurs sont absents. Le mouvement d'humeur du SAEMS-QSEMS bien suivi. Il y a des professeurs qui ne sont pas là, qui devaient être là. Parce que dans l'ensemble, aujourd'hui on attendait 30 professeurs. On a constaté qu'il y a 5 professeurs qui sont en train de faire cours. Donc le mouvement est suivi. Bon, 25 sur 30. Donc vraiment c'est largement suivi. Quand même c'est du temps perdu. Et le temps perdu dans les études n'est jamais rattrapé. Autre établissement, autre décor. Nous sommes au CM Mamadou Ndiaye. Ici, tous les professeurs sont présents. Madame Silla, membre du SAEMS, s'explique. Moi, je suis venue particulièrement parce qu'on a eu à afficher quelques retards par rapport au programme, vu qu'il y a eu beaucoup de fêtes, mais de manière éthique, quelque part, nous observons. Mais on n'a pas envie, quelque part, de léser beaucoup les enfants, raison pour laquelle nous sommes, moi particulièrement, je suis présente aujourd'hui. Pour le principal du collège, la grève à elle seule ne règle pas les problèmes. Il faut donc trouver d'autres formes de lutte. Beaucoup d'entre eux, je me suis entretenu avec certains d'entre eux qui observaient mais qui m'ont dit finalement que ce n'est plus la peine parce qu'il faut trouver d'autres formes de lutte et pas, n'est-ce pas, la grève qui n'est pas de l'intérêt des élèves, quoi. Ces perturbations dans le secteur éducatif causent d'énormes préjudices aux élèves. Ces derniers n'ont qu'un seul message pour les autorités. Je disais aux autorités de payer les profs pour qu'ils viennent faire cours parce qu'on est des élèves du baccalauréat, on doit passer l'examen du baccalauréat et ça nous pénalise tout le temps. Pendant ce temps, les négociations gouvernement, syndicats d'enseignants se poursuivent. Pour le moment, c'est toujours l'impasse. Les deux parties ont toutefois établi un calendrier pour la mise en œuvre des conclusions de 2014, une proposition qui ne correspond pas aux préoccupations actuelles. Selon les syndicalistes, une rencontre avec le Premier ministre est prévue et programmée plutôt pour vendredi prochain. Les détails dans cet élément signé Aminata Mbaresso et Younous Diatta. C'était une rencontre entre une partie du gouvernement et les syndicats d'enseignants les plus représentatifs. 3 sont venus de l'élémentaire, 2 du moyen secondaire. Après des heures de discussion, les syndicalistes sortent très frustrés. Mais il faut d'emblée préciser qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées dans la mise en œuvre des accords gouvernement-syndicat. Les questions relatives aux indemnités, au paiement des rappels, toujours en suspens. Ce que nous attendons aujourd'hui du gouvernement, de façon très claire, ce sont des propositions concrètes. Nous dire sur la question indemnitaire, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour les enseignants? Sur la question de la dette que l'État doit aux enseignants, dire comment et quand est-ce que cette dette-là également sera payée en termes de rappel. L'espoir des syndicalistes repose désormais sur la rencontre du vendredi 19 janvier avec le Premier ministre. Nous lançons un appel à M. le Président de la République. Nous lançons un appel à M. le Premier ministre pour qu'à la rencontre du vendredi, que nous ayons des propositions concrètes
sur le régime indemnitaire, sur les DMC, sur les lentes administratives. Une énième négociation entre syndicats et gouvernement qui n'aboutit pas à grand-chose. Les modalités d'exécution des accords de 2014, une autre pomme de discorde. Aminata Barressa, le gouvernement pour sa part se défend. Au sortir de la rencontre, le ministre de la fonction publique annonce un budget de 32 milliards de francs CFA pour le paiement des rappels de validation. Maria Massar indique par ailleurs que le déblocage des prêts bancaires communément appelés DMC se fera au cours de l'année 2018. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous avons voulu faire le suivi des accords, c'est-à-dire l'état d'exécution des accords. Et beaucoup de nouvelles informations ont été livrées aujourd'hui dans cette salle concernant le DMC, le crédit DMC, qui constituait un blocage. Le crédit va connaître un dénouement heureux. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général du CELS, M. Souleymane Diallo, toutes celles qui ont déposé, donc toutes les conventions de prêt jusqu'en 2016 vont être traitées. Et un budget de 12 milliards 950 millions est disponible pour cette question-là. Concernant les rappels des validations, pour l'année 2018, presque 32 milliards sont prévus pour 2018 pour continuer à épurer ce stock de rappels. Je vous l'annonce également dans les titres, nombreux sont les étudiants orientés dans des établissements privés qui risquent d'être exclus de ces écoles. La raison, l'État peine à s'acquitter de leurs frais d'études. Le président de la commission pédagogique de ces établissements interpelle le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Mame Biram Diouf et Mohamed Dian. Au mois de novembre, donc le président de la République avait fait un décret pour sortir 4 milliards. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il nous devait plus que 4 milliards. Mais le président de la République avait sorti 4 milliards. Et on avait des échos qu'avant la fin du mois de décembre, on allait être payé. C'est-à-dire que les 50%, pour chaque établissement, on allait lui remettre les 50%. Mais jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Je dois dire que si c'est un étudiant classique, un parent qui envoie son enfant chez nous, s'il ne paye pas, on le renvoie le 10, on le renvoie. Et aujourd'hui, le parent du bachelier orienté, c'est l'État du Sénégal. Vous avez commencé à renvoyer ces étudiants-là? Non, on a pris une autre décision. La décision que nous avons prise au niveau de la conférence d'établissement privé d'enseignement supérieur, c'est d'abord d'écrire au président de la République une lettre d'ici lundi, et après maintenant d'attendre une semaine, voir maintenant la réaction du président de la République. On continue à leur donner des cours parce que l'État est un partenaire. C'est un parent qui nous a envoyé des étudiants. Donc avant de renvoyer les étudiants, je crois qu'il faudra peut-être discuter un peu avec lui. Et c'est ce que nous avons décidé. Nous allons à Ziguinchor à présent avec des élèves orientés dans les séries scientifiques qui ne dépassent pas 19% en classe de seconde. Pour renverser la tendance, l'inspection de l'éducation et de formation a organisé un forum au cours duquel les parents ont demandé à l'État de motiver les professeurs qui s'activent dans les disciplines scientifiques. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est le désamour entre les élèves de la région de Ziguinchor et les filières scientifiques, car seuls 19% des élèves sont orientés dans les séries scientifiques après la classe de 3e. Pis encore, dans certains établissements scolaires de Ziguinchor, 0% des élèves se retrouvent en séries scientifiques après la 3e. Au niveau régional, côté orientation, après le BFM, nos orientations dans les séries scientifiques, on est à 19% par rapport à d'autres écoles où ils sont à 0%. Ce constat amène l'inspection de l'éducation et de la formation de Ziguinchor et ses partenaires à organiser ce forum pour sensibiliser les élèves et leurs parents. Pour développer, cultiver au niveau des élèves cette envie, cet engouement pour la poursuite des filières scientifiques. Des hommes qui vont donc travailler à l'atteinte des objectifs d'émergence de notre pays. Il faudrait impliquer tous les acteurs dans ce sens. C'est pourquoi nous invitons les parents d'élèves, les organes de gestion, CGE, gouvernement scolaire, tout le monde à s'impliquer davantage dans cette dynamique afin que vraiment nous puissions bâtir ce pays avec les scientifiques. Pour donner aux élèves des exemples concrets de réussite via les séries scientifiques, des personnes ressources sont invitées à relater leur cursus scolaire. Dans ce forum, nous avions
des médecins, des ingénieurs en télécommunications, des ingénieurs en agronomie, des pharmaciens, etc., etc., qui aujourd'hui ont parlé de leur trajectoire pour montrer que être bien dans les matières scientifiques, en mathématiques, en SVT, en sciences physiques, que c'est possible. Et c'est cet esprit-là qu'on veut inculquer aux apprenants. Les parents d'élèves, eux, estiment que la motivation des professeurs des disciplines scientifiques par l'État et l'absence de grève dans le milieu scolaire devraient aider à réconcilier les élèves avec ces disciplines. Nous parlons de politique à présent avec la crise au Parti socialiste qui n'a pas encore connu son épilogue. Barthélémy Diaz et compagnie défient le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng après sa mise en garde. Et pro-Khalifa Sall compte se réunir en comité central ce dimanche, annonce faite au cours d'une conférence de presse cet après-midi pendant laquelle ils se sont prononcés également sur le procès Khalifa Sall. Compte rendu signé Ibrahima Kane et Younous Diatta. Face à la presse, Barthélémy Diaz et compagnie défient Ousmane Tanor Dieng dans son propre fief. Nous l'invitons aussi ce dimanche 21 dans son propre département à Mbour, dans la région de Thiès, parce que nous comptons y organiser la deuxième session de notre comité central. Ce sera un comité central du Parti socialiste. Il est libre de mettre à exécution ces menaces. Il a eu à dire que ceux qui utiliseront le nom, le logo, les couleurs et le cycle du Parti socialiste, on verra bien ce qui va leur arriver. Eh bien, on verra bien ce qui va nous arriver. Un face-à-face avec les journalistes pour aborder certains points d'actualité, entre autres la candidature de Khalifa Sall à la présidentielle de 2019, le procès les opposants à la direction du Parti socialiste et celui dit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Dans ce volet judiciaire, Barthélémy Diaz accuse et appelle à la mobilisation. Certains ont le pouvoir de convoquer certains magistrats au palais en cherchant à exercer une certaine pression sur ces magistrats. Il n'est pas question pour nous d'exercer une quelconque pression sur un quelconque magistrat. Il est question pour nous de venir massivement au tribunal et de faire comprendre aux uns et aux autres que nous croyons à la justice du Sénégal. Nous tenons à l'indépendance de la justice du Sénégal et nous exigeons à ce que le droit soit dit. Rappelons que la rencontre s'est tenue au siège de la coalition Manko Taxawu Sénégal en l'absence de Bamba Fall. Interrogé sur les raisons d'une telle absence, Barthélémy Diaz s'est contenté de servir une réponse équivoque tout en se gardant de prononcer le nom du maire de la Médina. Dialogue politique au Sénégal. Aminata Touré appelle les acteurs à se retrouver autour de l'essentiel pour la stabilité du pays et le respect des volontés de nos guides religieux. Un dialogue pour garantir à notre pays paix et stabilité et une plus grande démocratie. En dialogue, mais aussi un retour de la paix dans la partie sud du pays. L'envoyé spécial du chef de l'État était à Touba pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du Khalife général des Mourides. Je vous propose de l'écouter. L'ancien Khalife également a toujours appelé les politiciens à la raison et à la sagesse. Seigne Muntaha, le nouveau Khalife général, également est connu pour voilà, ses appels constants à la paix, à la retenue. C'est lui-même un homme de paix et j'espère que tous les acteurs politiques vont écouter cet appel-là parce que cela va dans le sens des intérêts du Sénégal, que l'on puisse à chaque occasion dialoguer. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, surtout. Il y aura toujours dans un pays une opposition et une majorité, mais on peut construire un discours constructeur autour des intérêts du pays. Il y a beaucoup de choses que nous avons en commun, quelle que soit notre appartenance politique, la paix, la sécurité, la stabilité du pays, le bon fonctionnement de la démocratie. Je crois que tout ça, on doit pouvoir s'asseoir en compatriotes et avoir de forts consensus. C'est, je pense, ce à quoi le Khalife également va appeler l'ensemble des acteurs politiques. C'est l'occasion également, d'ailleurs, parlant de paix, de regretter ce qui s'est passé en Casamance. Il doit y avoir un large consensus autour de la question de la Casamance pour que la paix revienne dans les meilleurs délais et que justement la violence et l'insécurité disparaissent à jamais de cette région qui est partie intégrante de notre pays.
Et puis le rôle des imams ne doit pas tout simplement se limiter à la prêche. Les guides religieux doivent aussi accompagner les fidèles. C'est l'avis de l'imam de la famille Serigne Madior Cissé qui a initié des journées de consultation gratuites du cancer du sein et du col de l'utérus. Des consultations qui ont permis de consulter pas moins de 500 femmes. Suivons ici l'imam Abdallah Cissé au micro de Seynou Diop. Au-delà de la mosquée, au-delà des prières, mais l'imam est un citoyen. Il doit aussi s'engager dans les actions citoyennes. Et c'est ça, c'est une action citoyenne. D'autant plus que nous sommes à la tête d'une fondation Ihsan. Ihsan qui signifie bienfaisance. La bienfaisance, c'est quoi? C'est s'engager dans la citoyenneté et dans l'humanitaire. Raison pour laquelle donc ceci constitue une des activités essentielles de la Fondation Ihsan. Les travaux ont commencé depuis 5 h du matin et déjà en mi-journée, le professeur a déjà consulté plus de 250 personnes. Ça veut dire que les femmes sont sensibles à l'appel de la Fondation et du professeur et que leur état de santé aussi, vraiment leur est précieux. Je vous l'annonçais également dans les titres à Ouakam, l'insécurité qui prend de plus en plus d'ampleur inquiète les populations. Beaucoup de cas d'agression notés ces derniers jours et les habitants demandent à l'État de renforcer la sécurité dans le village. Un reportage signé sur place Bokar Ndour et Pape Sangoné Mbaye. À première vue, c'est un quartier pas populaire. Mais derrière ce calme, une insécurité y règne. Des agressions, de vols et de cambriolages hantent le sommet de la population de Ouakam. La cité est calme, donc les gens qui viennent ailleurs, ils peuvent venir ici, traîner dans les coins. Comme ça, si quelqu'un passe la nuit, il agresse. Ou bien quelqu'un qui conduit sa voiture et qui tombe en panne la nuit, il peut venir directement vers toi et il t'agresse. Tout récemment, nous on a eu à constater un cas de décès, n'est-ce pas, d'un ami, n'est-ce pas, qui en tout cas était dans sa maison vers minuit, 1 h du matin. Donc à partir de ce moment où il a reçu un appel d'un camarade, n'est-ce pas, à sa sortie vers 2 h du matin, il a été agressé, il a été tué et que l'affaire est classée sans suite. Les habitants de ce village traditionnel interpellent l'État et les autorités compétentes pour stopper cette insécurité. Il nous manque ici des agents de sécurité. La mairie peut nous en aider. En fait, comme le cité de El Hadji Malick qui est là, il y a des agents de sécurité qui sont dans les angles avec leurs barrières. Chaque personne qui passe, ou bien chaque voiture qui passe, ils vont te fouetter. Donc c'est ça qui nous manque ici dans notre cité qui est là. Donc si la mairie pouvait nous aider à ce point avec la gendarmerie, donc je crois que ça allait mieux, quoi. On doit prendre en charge ce qu'on appelle notre sécurité individuelle, au-delà, n'est-ce pas, de l'apport de la mairie. J'entends par là la sécurité individuelle, l'apport de tout le monde, n'est-ce pas? Mettre en place un système de sécurité. Donc le système de sécurité consiste à quoi? À veiller, en tout cas au niveau des zones à risque. Ouakam, un quartier où de nouvelles habitations sortent de terre, une nouvelle configuration qui attire peut-être l'attention des malfaiteurs. Pendant ce temps-ci, commerçants de nationalité mauritanienne attaqués dans le village de Ndangalma, dans le département de Bambey. Les assaillants, au nombre de 7, avaient emporté avec eux pas moins de 50 000 francs CFA, mais ils ont fait 5 victimes. C'est une correspondance signée Babacar Diouf et Galofay. Coupe machettes ont servi à blesser ces pauvres commerçants mauritaniens établis dans le village de Ndangalma. Ils ont été admis au centre de santé de Bambey à 2 h du matin et plus tard à l'hôpital de Diourbel. Ils sont passés par la petite porte ici. Ils sont venus, ils ont trouvé le jeune garçon qui dormait et ils lui ont donné une gifle en lui intimant l'ordre de se coucher. À nous, ils ont demandé de sortir l'argent sous peine d'être tués. C'est ainsi qu'ils se sont mis à fouiller les sachets plastiques qui contenaient mes habits et mes médicaments. Un instant après, je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'argent. Les victimes auraient même reconnu certains parmi les assaillants qui n'ont pas été tendres avec eux. Ils connaissent le milieu parce que le premier est un Peul. Les autres qui sont entrés dans la chambre sont soit Wolof ou Serer. Ils doivent venir d'un village puisque leurs habits ne sont pas très propres et ils sont très sales.
Les populations du village de Ndangalma, chef-lieu de la commune qui porte le même nom, ne demandent qu'une chose, la mise en place d'un poste de gendarmerie pour dissuader les malfaiteurs qui empêchent de dormir. Babacar Diouf, les populations de la commune de Diamaguène, Sicap, Mbao réclament la fermeture de leur cimetière. Elles soutiennent que ce lieu d'enterrement est plein et ses habitants veulent un nouveau cimetière dans la forêt classée de Mbao. C'était lors d'une journée de désherbage, doléances portées par leur maire et le porte-parole des populations que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Donc nous sommes là pour le désherbage dans un premier temps, mais dans un second temps, on est là pour la délocalisation du cimetière. Parce que comme vous le savez, en ce moment, le cimetière est plein. Et il arrive même parfois, en enterrant un mort, qu'on déterre des restes d'autres personnes. Et ça, si l'on sait que le cimetière, pendant l'hivernage, est inondé, vraiment ça peut entraîner des risques extrêmement graves pour tout le monde. Effectivement, un appel a été lancé en présence de l'autorité, en l'occurrence du sous-préfet qui est le représentant de l'État, pour réitérer leur souhait, leur ferme volonté de voir les cimetières de Diamaguène Sicap Mbao être délocalisés. Parce que ça fait plus d'une décennie que ces cimetières-là font le plein. Aujourd'hui, cette délocalisation est devenue une nécessité. C'est un impératif et j'en veux pour preuve que la forêt classée de Mbao se trouve à cheval entre les communes de Diamaguène Sicap Mbao, les communes de Mbao, mais aussi la commune de Kermassar. Pour rappel, il y a plus d'une décennie, quand il s'est agi d'ériger des cimetières pour les défunts donc, du bateau Le Diola, les pouvoirs publics n'ont pas hésité à ériger des cimetières. Il n'y a pas une année. Donc de cela, il y a un projet phare du chef de l'État, en l'occurrence le TER, le train express régional. Les pouvoirs publics ont encore touché, impacté donc, la forêt pour ériger le projet, ce projet-là qui est ambitieux. Donc je pense aujourd'hui que le problème de la délocalisation devrait vraiment être au cœur donc, des préoccupations des pouvoirs publics. Faible taux de recouvrement des taxes liées au patrimoine bâti. Les agents de la ville de Rufisque ont bénéficié d'une formation de la Direction générale des impôts et domaines. Une raison suffisante pour le maire de se fixer comme objectif de recouvrer au moins 700 à 1 milliard de francs CFA cette année. Daouda Niang, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Thiam et Biradiagne. Avec le Méridian Province, nous avons signé un contrat. Et les agents sont formés et des smartphones sont donnés et ils vont faire ce travail avec beaucoup de précision et de munitions. Depuis 10 ans, nous sommes 150 à 200 millions, ça ne règle pas le problème. Alors que nous pouvons avoir sur ces chapitres, sur le foncier bâti, au moins 1 milliard. Alors les agents sont motivés. Le million challenge est efficace. Nous allons à temps remettre les données à la DGID et espérer récupérer cette année au moins 700 millions. Pour prévoir 1 milliard l'année prochaine. Avec la détermination des agents et l'efficacité de l'instrument qu'ils ont par devers eux, nous devrons pouvoir espérer avoir plus de 700 millions cette année. Parlons de toute autre chose à présent, avec le climat qui prévaut ces derniers jours à Dakar et qui oblige des citoyens à déserter les rues de la capitale, même si les rafales de vent et de fraîcheur en disposent certains. Nos météorologues nous rassurent de la normalité de ce phénomène. Un reportage signé Chirassan Afal et Diafaraba. Ces temps-ci, les rues de Dakar sont plus calmes que de coutume. La cause de cette accalmie est sur la bouche de tous ces citoyens rencontrés. Mais le temps qu'il fait, à en croire ces météorologues, est des plus normales et pour cause. C'est tout normal qu'il y ait cette variabilité climatique. Donc le climat a pour comportement, ou bien même le temps de changer. On est en début d'année, donc on est en période d'hiver en Europe. Ce qui fait que le temps qu'il y a en hiver en Europe nous influence souvent. Un vent fort et des pics de froid influencés par l'hiver qui prévaut en Europe et qui impactera sur un secteur d'activité en particulier. Le secteur qui sera impacté directement, c'est surtout
le secteur de la pêche, parce que comme je vous ai dit, hier on a lancé une alerte de vent fort sur le long des côtes sénégalaises, donc de Saint-Louis jusqu'en Casamance. Il y a eu un vent fort au niveau de la côte, ce qui fait que les pêcheurs qui d'habitude allaient en mer risquent de s'abstenir, donc vu le phénomène qui est assez dangereux quand même pour les activités maritimes. Mais les citoyens, eux, ont déjà adopté des comportements pour se protéger du froid de ces jours-ci. Avec cette fraîcheur, nous essayons d'adapter notre habillement. J'étais obligé de changer de garde-robe aussi. Personnellement, j'ai la chance d'avoir une épouse qui s'occupe bien de moi une fois arrivé à la maison. Sans oublier que j'ai des habits spécialement pour le froid. Depuis quelques jours, des rafales de vent et une fraîcheur glaciale envahissent le climat dakarois, rendant presque désertiques les rues de la capitale. La Sonatel lance l'acte 2 vers le Sénégal numérique 2025. La société de téléphonie envisage ainsi de réduire ses tarifs de 50% sur l'Internet mobile à compter de ce 16 janvier. Ainsi, 50% de la population va être couverte en 4G. La Sonatel compte hisser le Sénégal parmi les 5 pays africains les mieux connectés. Aliou Ndiaye, le DG de la société, que je propose d'écouter au micro de Lamine Gueye. À compter de ce jour, mardi 16 janvier 2018, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l'acte 2 de cette révolution numérique qui se traduit une nouvelle fois par une baisse des tarifs de l'Internet, aussi bien sur le mobile que sur le fixe. Cet acte 2 nous permet d'atteindre une année en avance l'un des objectifs majeurs liés au service, lié à l'accès aux services, à savoir une baisse de 50% des coûts d'accès. Objectif atteint pour ce qui est de l'Internet mobile, à mi-chemin pour ce qui est du fixe. Au-delà de la baisse des tarifs, Sonatel, à travers sa marque commerciale Orange, s'engage à étendre son réseau et à fournir une qualité de service à travers des investissements massifs qui s'élèvent à hauteur de 200 milliards sur les 3 dernières années. Notre ambition est donc de rendre accessible l'Internet à tous nos clients et connecter tout le Sénégal au haut débit à moindre coût avec un mix de solutions technologiques basées sur la fibre optique et sur les réseaux mobiles de dernière génération. C'était plutôt Abdoukarim Beng, le directeur de la communication de la Sonatel. Le Sénégal tire un bilan satisfaisant de sa présence à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus de 2000 dossiers allant des conflits aux crises diplomatiques entre des pays voisins ont été traités sous l'impulsion du chef de l'État Macky Sall. La chancellerie l'a fait savoir au cours d'une rencontre qui a vu la participation d'éminentes personnalités diplomatiques sous la houlette de Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères. Les détails dans ce sujet signé Sherazan Afal et Diafar Abba. Après 24 mois de dur labeur, 24 mois de siège au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'heure est au bilan pour la délégation diplomatique du Sénégal dirigée par l'ambassadeur Fodé Seck. Un bilan fort satisfaisant pour la diplomatie sénégalaise. Vous savez, un conseil divisé comme le Conseil de sécurité en ce moment, toute prise de position peut irriter. Même quand on ne participe pas à une décision, c'est une bonne décision. Cet exercice n'a pas été facile, mais nous pensons avoir pu maîtriser l'essentiel du fonctionnement du système du Conseil de sécurité pour pouvoir faire avancer les priorités du Sénégal. Au regard des témoignages que vous avez entendus, ce bilan est positif sur l'ensemble des défis auxquels la communauté internationale était confrontée. 2 ans de siège où le Sénégal s'est illustré avec son slogan « Eau, paix, sécurité ». Notre campagne, l'initiative Sénégal, c'était l'agenda Eau, paix, sécurité. Et des institutions savantes, des think tanks, des organisations, ont pu faire ressortir que des pays qui coopèrent autour de l'eau, de
vaccin commun ne se font jamais la guerre pour une raison ou pour une autre. La Côte d'Ivoire prend le siège du Sénégal au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un troisième mandat durant laquelle notre pays aura montré sa grandeur comme le baobab et s'est fait respecter comme le lion, symbole de notre nation. Cultura à présent, un livre sur la vie de Ndongolo intitulé La face cachée de Ndongolo. L'auteur Déthié Ndiaye veut partager ainsi les enseignements et les valeurs auxquelles le chanteur croyait. Les détails dans cet élément signé Aïssatou Paye et Modou Diop. La face cachée de Ndongolo dévoilée. 189 pages à travers lesquelles Déthié Ndiaye, l'auteur, partage des informations exclusives, dira-t-il. Hommage à un musicien à la vie courte mais intense. À travers ce livre, j'ai essayé de parler des origines de Ndongolo, des origines de ses parents, depuis Khelli, depuis Djadji, jusqu'à son enfance à Pékin, jusqu'à aussi la période où il était au groupe Diam et les périodes de la semaine du décès. Donc j'ai essayé de parcourir quand même sa vie, les 30 ans, un jour qu'il a vécu, j'ai essayé de les mettre dans un livre. Après son décès quand même, c'était pas facile de faire parler ses amis, parce qu'il y avait une douleur interne qui les habitait. C'était pas facile de les convaincre de me croire. C'était pas facile aussi qu'ils puissent vraiment parler des défunts. Un de ses proches témoigne. C'est des enseignements vraiment hors série dans ce livre. Parce que Ndongo, dans toutes ses chansons, c'est des chansons avec des paroles vraiment sûres, des messages extrêmement forts qu'il lançait à l'endroit de toute la population, que ce soit les mères de famille, son affection envers ses parents. De riches enseignements aux jeunes générations, un exemple à suivre. Aujourd'hui, quand on célèbre un artiste aussi engagé que Ndongolo, vous êtes en train tout simplement de montrer la voie, d'indiquer la voie aux jeunes, aux artistes, mais à tous les acteurs. Donc encore une fois, que cela se passe au sein d'une institution de management, nous en sommes fiers, nous sommes honorés et nous vous félicitons. Autant de témoignages sur un homme aux valeurs exceptionnelles, 13 ans après sa disparition. Le mot de sport à présent, cette information qui est tombée en début d'après-midi du nouveau dans l'affaire de la tragédie de Demba Diop. Le tribunal arbitral du sport lève la suspension de 5 ans infligée par la FSF à l'Union sportive de Ouakam. C'est suite à ces événements donc qui ont causé la mort de 8 personnes. C'est la décision donc du tribunal arbitral du sport. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions pour les réactions. 4e convocation de l'Assemblée générale de la Ligue régionale de football de Saint-Louis. 4e échec à cause des attaques et insultes. Le superviseur, après avoir prôné le consensus, a décidé finalement de renvoyer la rencontre. Suivons ici les explications de Jean-Louis Toupane au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Aux acteurs du football à Saint-Louis, ce sont eux qui doivent s'organiser pour tenir une assemblée générale dans des conditions normales. Maintenant, si les mêmes acteurs ne peuvent même pas s'entendre sur les règles, quand on apporte des éclairages, ici opposent physiquement et verbalement, et qu'on ne voit pas dans des conditions où la sérénité fait défaut, on ne peut pas tenir une assemblée générale. Maintenant, l'échec, oui, puisqu'il n'y a pas eu d'élection, ça fait la 4e convocation, mais quand même, ça c'est un problème de responsabilité individuelle des clubs, des clubs surtout, qui n'ont pas pu s'entendre sur les règles du jeu et puis n'ont pas voulu accepter les règles du jeu qu'on leur a fixées. Et je crois que Saint-Louis ne mérite pas ça. Saint-Louis, c'est une tradition de football qu'on connaît depuis l'époque coloniale. Et c'est dommage que ce soit la seule région aujourd'hui qui n'ait pas une ligue régionale qui soit bien installée, qui soit installée dans les règles de l'art. C'était le dernier élément de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.